Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue dans cette nouvelle édition de Kiosque, ravi de vous retrouver. Une émission largement, vous le verrez, largement consacrée aux attentats à Bruxelles mardi, des attentats suicides à l'aéroport et dans le métro, revendiqués par le groupe État islamique. Après 3 jours de deuil national, place aux questions. Les critiques fusent contre les services de sécurité et enquêteurs belges. Le gouvernement est ébranlé par une succession de ratés. Y a-t-il une faillite de l'État ? Ces attentats auraient-ils pu être évités ? Au cœur de l'enquête, on le sait maintenant, un réseau terroriste franco-belge, combien d'autres cellules plus ou moins dormantes ? Et enfin, comme toujours, cette même question, quelle réponse apporter au terrorisme ? Et puis en fin d'émission, nous irons au Québec où la patronne du Front National a été fraîchement accueillie cette semaine, Marine Le Pen, étrillée par les politiques et les médias, jugée donneuse de leçons. Mais tout d'abord, voici nos kiosqueurs ce dimanche. Abdelkrim Branine, rédacteur en chef à la radio communautaire française Beurre FM. Vous êtes le présentateur de Les Informés, une émission d'actualité tous les soirs du lundi au vendredi. Antoine Menuisier, correspondant à Paris pour le magazine suisse L'Hebdo. Vous êtes aussi l'ancien rédacteur en chef du média en ligne Bondiblog. Vous étiez en reportage à Molenbeek la semaine dernière. Patrick Rogiers, vous êtes écrivain belge installé en France depuis une 30aine d'années. Vous êtes notamment l'auteur de Le mal du pays, autobiographie de la Belgique chez Seuil, La Belgique, le roman d'un pays chez Gallimard ou encore Le bonheur des Belges chez Grasset, également en poche. Et puis avec nous en duplex de Bruxelles pour une bonne partie de cette émission, Nicolas Willems, rédacteur en chef adjoint au service Europe et international de la RTBF. Merci à vous quatre d'être ici en ce dimanche pour commenter l'actualité. Une actualité dominée cette semaine par les attentats de Bruxelles, la capitale belge, endolorie et meurtrie. 28 tués, plus de 300 blessés dans la double déflagration à l'aéroport et dans l'attentat suicide dans le métro. Le choc d'abord, puis les Belges ont rapidement organisé la résistance avec leur meilleure arme, l'humour. Chou, nous avons inventé la frite, la fricadelle, les gaufres et le chocolat. Et tu penses quoi? Que les fêtes à la bière, c'est pas nous qui avons inventé ça? Et tu penses que demain, on va rester enfermés dans notre maison et on va s'arrêter de vivre? Mais c'est pas la Belgique, ça, Chou, tu sais. Tu sais que les Belges, on se fout de leur gueule partout en Europe avec leur accent, hein. Mais nous, on a de l'autodérision et nous, on sait avancer et c'est ce qu'on va tous faire. Bon, après, maman, on a une arme beaucoup plus puissante que leur Kalachnikov. On a l'humour, maman. Et l'humour belge est indestructible. On a tellement d'humour que même s'ils tuaient la moitié de la population, on leur répondrait « C'est bien, les gars, mais vous faites quand même votre boulot à moitié. » Nous, les Belges, on aime l'absurde. Alors même si parfois nos blagues n'ont pas de chute, on continuera à en faire en attendant la leur. Résultat, aujourd'hui, je suis en terrasse à Paris ou Ankara. J'écoute du rock à Bruxelles ou à Ouaga. Je suis Charlie à Madrid ou N'Djamena. Et d'ailleurs, depuis hier, je suis à l'aéroport. Bref, je suis devenue trop de choses à la fois. Alors si je devais choisir une identité, je choisirais celle-là. Putain, c'est vachement bien. Nous sommes quand même tous des Européens. Voilà, une forme de résistance peut-être, l'humour absurde des Belges, Patrick Rogiers. Oui, les Belges, ils n'ont pas de langue, donc ils ont l'humour, c'est leur sauve qui peut. Mais je me souviens quand même parfois que l'humour peut être très sérieux. Il y a une émission formidable de la RTB il y a assez peu de temps, qui était présentée en France comme un canular, et c'était Bye Bye Belgium, hein. On s'en souvient. Oui. Cet humour, la France a été touchée par des attentats en novembre. Est-ce qu'on aurait pu imaginer cette forme d'humour-là en France à ce moment-là ? Je ne sais pas si c'est culturel, mais on n'a pas du tout le même sens de la dérision, voire même de l'autodérision. C'est pas du tout ce à quoi on a assisté en France. La Belgique l'a fait. Je pense que ça dénote d'une certaine différence culturelle. Et on l'a vu après certaines réactions, on va en parler, je crois, certaines réactions politiques et médiatiques. Antoine Menuisier ? Oui, l'humour belge, mais là, l'humour ne suffit pas. Je crois que l'humour de résistance n'est pas la seule résistance à opposer, malheureusement. Ouais. C'est vrai qu'on n'avait pas tellement envie de rire en Belgique cette semaine. On retrouve à Bruxelles, je vous le présentais tout à l'heure, Nicolas Willems. Nicolas, vous étiez là en plateau la semaine dernière. On s'interrogeait sur la lutte antiterroriste. Et puis tout d'un coup, mardi, voilà, 2 attentats qui frappent Bruxelles. Quel sentiment prédomine dans la capitale belge aujourd'hui ?
Alors il y a un sentiment très mixte. D'une part, il y a cette résignation de continuer à vivre malgré ce qui s'est déroulé, de vouloir aussi marquer un hommage aux victimes, également de rendre hommage aux forces de l'ordre, aux secouristes, à la Croix-Rouge qui a été extrêmement courageuse dans ces heures très très difficiles. Il y a une partie d'humour aussi, on l'a souligné à l'instant, et puis il y a un sentiment qui est mélangé entre une interrogation et une colère par rapport aux autorités belges d'une part, par rapport aussi aux autorités européennes sur les manquements dans le travail d'enquête, dans le travail de sécurisation, dans le manque de collaboration au niveau européen. Et puis en ce moment se déroule une marche, ou en tout cas devait se dérouler une marche en hommage aux victimes, qui a été annulée, qui a été finalement, entre guillemets, troublée aujourd'hui par la présence d'un certain nombre de hooligans. La zone a été sécurisée, mais voilà, on se rend compte aussi que une certaine frange de l'extrême droite, de hooligans, vont tenter aussi de profiter pour rentrer dans ce jeu, car c'est ça, entre les djihadistes et l'extrême droite, ce sont finalement les deux faces d'une même pièce. L'important, c'est de continuer à proférer une société mixte, multiculturelle. C'est le cas de la société belge. Alors on va voir que la presse internationale évidemment faisait sa une sur ces attentats en Belgique, mais vous soulevez, Nicolas, un point important. Est-ce qu'aujourd'hui le vivre ensemble est en danger en Belgique, Patrick ? Vous savez, je pense que c'est un pays qui tremble sur ses bases depuis longtemps, hein. Il y a eu en 85 cette tragédie du Heysel en direct devant tout le monde. C'était quand même déjà l'Europe qui se tapait dessus. Il y a eu l'affaire du Trou, qui était un séisme mental et moral, qui fait qu'on a désigné la Belgique comme le royaume de la pédophilie. Il y a eu ces chutes à répétition de gouvernement et ces pannes terrifiantes au niveau politique, ce qui fait que les Belges se demandaient s'ils étaient encore gouvernés, si leur pays existait encore, s'il y avait encore un État. Et puis maintenant, il y a le terrorisme auquel ils n'échappent pas et dont ils sont la base de lancement. Et ça peut faire trembler les bases de la Belgique ? Vous savez, je trouve que la Belgique est un pays sans égaux. Les Belges sont des gens très sympathiques. Ce sont des gens qui ne croient pas tellement à leur histoire, qui pensent qu'ils n'ont pas de mémoire, mais ils n'ont qu'un pays, c'est le leur. Et là, ils le voient qui vacille solidement. Oui. Ils n'ont pas un grand réconfort idéologique, je dirais. Ils sont ébranlés. Est-ce que la question du communautarisme peut aussi intervenir ? La situation est différente en France, on va le voir aussi, et en Belgique, mais il y a cette question du communautarisme. En Belgique, est-ce que peut-être cette différence entre wallons et flamands fait que finalement on en oublie un peu aussi d'autres problématiques ? J'en ai souvent parlé, et la Belgique est un pays divisé contre elle-même, qui est quand même assez terrifiant. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a un parti séparatiste, nationaliste, qui est au pouvoir. C'est quoi le programme de ce parti dirigé par Barneweyver ? C'est la destruction de la région Bruxelles, la destruction de l'État belge, la disparition du roi et la fondation éventuellement d'une République de Flandre. Donc évidemment, c'est le seul projet qu'il y a dans ce pays. Et toutes les énergies intellectuelles, politiques, financières, économiques, sociales ont été portées là-dessus. Et il y a un article très intéressant qui est paru dans Le Monde hier, vous l'avez peut-être lu, de David Van Reybrouck. Hein. La Belgique a délaissé les fractures récentes et il met ça en rapport avec les problèmes justement de Molenbeek. Ici, il y a deux petites phrases que j'ai soulignées, elles sont vraiment parlantes. Les immigrés qui vivent à Bruxelles vivent dans une autre Belgique que le reste du pays. Et la seconde petite phrase, je vais vite. Ce pays a consacré bien plus de temps, d'argent et d'énergie à des réformes d'État qu'à des mesures favorisant la cohésion sociale. Eh bien, ils en payent aujourd'hui le prix cash. Nicolas ? Je voudrais justement aller dans le sens de ce que vient de dire Patrick Rougirs. Voilà, c'est vrai que toutes les énergies ont été déployées sur ce problème communautaire flamand francophone. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a les limites de ce modèle-là. C'est tout simple, sur tous les dossiers. Un simple exemple, quand on a la conférence climat à Paris et que les autorités belges arrivent en ordre dispersé, ou même entre Belges, on n'est pas encore d'accord pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, comment voulez-vous que sur des dossiers urgents comme le terrorisme,
terrorisme, les autorités belges arrivent rapidement à répondre. Et c'est ça toute la difficulté de ce pays. On est dans un millefeuille institutionnel. Il y a tellement de nouveaux niveaux de pouvoir entre le gouvernement fédéral, les entités fédérées, les autorités locales également, que c'est extrêmement compliqué de faire avancer des dossiers. Et puis aussi, c'est vrai qu'on a un personnel politique qui, finalement, d'une part, pense, comme tout personnel politique, à se faire réélire, pense à son électorat d'origine, flamand ou francophone, et donc avancer sur des dossiers de type internationaux ou nationaux, des dossiers d'urgence, comme la lutte contre le terrorisme, on se rend compte qu'il y a vraiment deux limites à cela, le niveau millefeuille institutionnel et puis la classe politique. S'interroger sur ce modèle, Abdelkrim, qu'est-ce que ça vous évoque? On sent bien que la Belgique ne pourra pas faire l'économie d'un tel débat, et je pense que, toute proportion gardée, c'est le débat qu'on a, nous, en France, depuis quelques années, entre 10 et 15 ans. La plus belle preuve, c'est le retour un petit peu médiatique de l'ancien maire, je ne sais plus comment on dit, bourgmestre de Molenbeek, qui est très présent quand même sur le plan médiatique. Oui, voilà, c'est ça. Pour expliquer un petit peu, parce qu'on l'accuse, il y a eu des ratés dans sa gestion. Est-ce qu'il a fait preuve de clientélisme, d'un peu trop de liberté, d'un peu trop d'indulgence par rapport à certaines choses au niveau de Molenbeek. Donc on lui demande de s'expliquer. Donc ça veut dire qu'au niveau de la Belgique et de son système par rapport aux communautés, et notamment par rapport à l'islam, je ne sais pas s'il y a un islam de Belgique, ça va débattre, c'est sûr. Oui, Vous étiez, vous, à Molenbeek la semaine dernière. Moi, j'ai vu la maire, la bourgmestre, dans la rue. C'était le dimanche, 2 jours avant les attentats, et j'ai parlé avec elle un petit peu de l'ancien maire. C'est elle qui m'en a parlé. Et elle m'a dit que le modèle multiculturel qu'elle attribuait donc à l'ancienne municipalité ne fonctionnait pas selon elle, et qu'il fallait revoir cela. Si vous voulez, je pense que, et ça concerne la France, la Suisse et également la Belgique évidemment, on vit dans des sociétés libérales qui par définition apparaissent comme non prescriptrices de valeurs. C'est-à-dire nos valeurs sont, en gros, c'est la liberté, et la liberté individuelle et la liberté d'entreprendre. Et puis jouir de la vie, de l'existence. On se rend compte que aujourd'hui, la Belgique notamment est amenée à prescrire à nouveau des valeurs et de la culture. Si vous voulez, de la culture qui est de la culture belge, si je puis dire, ou de la culture occidentale, c'est-à-dire ce qu'ils appellent les valeurs, c'est-à-dire les valeurs de vivre ensemble. Et on sentait bien chez cette bourgmestre, cette nouvelle bourgmestre, qu'elle avait à cœur de réaffirmer certaines valeurs. Il ne faudrait pas, évidemment, qu'on entre dans un conflit ouvert entre culture et entre valeurs. Pour autant, il y a des choses à rappeler, et c'est ce qu'elle entend rappeler. Par exemple, elle disait qu'il y avait un islam conservateur. Alors, pour elle, l'islam conservateur n'était pas la même chose que l'islam fondamentaliste ou l'islam, si vous voulez, radical. L'islam conservateur, c'est l'islam des parents. C'est l'islam de toujours, mais qui n'est pas, comment dirais-je, conflictuel, qui n'est pas violent du tout, mais qui, à un moment donné, entre en opposition, et on s'en aperçoit, avec la modernité. Et donc, ce sont ces chocs entre une tradition, entre des questions, par exemple, liées à la pudeur ou des choses comme ça, qui font qu'à un moment donné, il y a des discours qui se développent. Mais alors vous disiez, il faut, vous la citez, il faut s'appuyer, trouver comme socle des valeurs pour la Belgique. Quelles seraient les valeurs belges, Nicolas, peut-être ? Alors, les valeurs belges, c'est finalement l'identité dans la non-identité. C'est-à-dire qu'il faudrait à un moment se repencher sur l'histoire de la Belgique. Voilà, c'est un pays qui a été finalement construit après les guerres napoléoniennes. On a eu toutes ces fondations, ces guerres linguistiques après la Deuxième Guerre mondiale. Un des chapitres qui doit certainement aussi être écrit de façon intéressante, c'est l'apport des différentes communautés, que ce soit les communautés qui viennent d'Europe, les Italiens qui ont immigré en Belgique,
Belgique, les différentes parties d'Afrique du Nord, l'histoire coloniale. Il y a vraiment un travail à faire sur l'histoire de la Belgique et puis sur le projet de la Belgique. C'est vrai qu'une ville comme Bruxelles est une ville multiculturelle. C'est la capitale de l'Europe, c'est le siège des institutions, notamment l'OTAN. C'est une ville vraiment cosmopolite et ça peut être une force. Il est peut-être temps aussi de se pencher sur cette histoire-là. Des cours d'histoire, par exemple, on peut commencer très jeune à l'école primaire. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant dans l'histoire, dans les cours d'histoire, de se pencher sur l'histoire de l'Europe, sur l'histoire de la Belgique, mais aussi sur cette histoire de l'immigration? Il y a énormément de questions à se poser et je pense qu'on part vraiment d'une page blanche et que ce qui se déroule actuellement est peut-être l'occasion de pouvoir se dire avançons, réfléchissons et voyons comment on peut aussi construire cette identité, une identité mixte, mais qui est une force aussi. L'union se fait la force, c'est le slogan de la Belgique. Jouons là-dessus. L'identité dans la non-identité. Patrick, vous adhérez à ça? Je pense que c'est assez vrai, c'est un pays tautologique. J'ai toujours trouvé, moi, que c'était un pays subtil, paradoxal et contradictoire. C'est ce qui fait sa richesse. Par exemple, c'est un pays qui est créé par l'Europe. La Belgique est née en 1830, 15 ans après la défaite de Napoléon à Waterloo, créée pour créer un État tampon contre la Hollande et l'Angleterre. Et l'Allemagne est aussi voisine de la Belgique. Donc, au fond, elle a été créée par l'Europe. Et aujourd'hui, elle a créé l'Europe, puisque dans les années 50-60, avec le petit Luxembourg et la Hollande, elle a créé le Benelux. Bon. Et en même temps, il y a une chose qui me fascine dans l'histoire de ce pays qui est jeune. 1830, c'est rien, c'est 185 ans. C'est sa disparition graduée, je dirais autoprogrammée. Je prends un exemple. Vous prenez les albums d'Hergé, qui a fait la couverture d'un hebdomadaire cette semaine en France, et on se rend compte qu'un héros universel comme Hergé, Tintin, tous les signes de la Belgique ont disparu peu à peu de ces albums. Avant, dans les albums, il était marqué Sabena, compagnie d'aviation Sabena. Bon, il les a enlevés pour mettre une compagnie qui serait universellement connue. Mais entre-temps, la Sabena a disparu. Et aujourd'hui, la Belgique, au fond, disparaît de sa propre histoire. Quand on dit Bruxelles, on ne dit plus la Belgique. Bon, c'est la métonymie de la chose. Et aujourd'hui, on ne dit même plus Bruxelles en tant que capitale de la Belgique, en tant que région à part entière ou en tant que capitale de la Flandre. On dit Schaerbeek, on dit Molenbeek. Vous voyez comme les entités s'évaporent. C'est un pays qui s'évapore, comme on l'a si bien vu de manière génialissime dans la peinture des symbolistes belges. Alors, c'est un pays qui était en tout cas très présent dans l'actualité cette semaine. Je vous propose qu'on revienne à ce qui s'est passé cette semaine, avant d'en venir à l'enquête assez ratée qu'on évoquait déjà tout à l'heure. On va voir une image cette semaine marquée par des opérations de police, semaine qui pour nous démarre, et comme pour tout le monde, le mardi aux alentours des 8h du matin à l'aéroport de Zaventem. Le choc, l'horreur, il n'y a pas d'autre mot. Ce soir, à l'heure qu'il est, il y a au moins 30 familles qui sont endeuillées. On dénombre en effet plus de 30 morts après le double attentat terroriste qui a frappé dans un premier temps l'aéroport de Zaventem. Et comme dans un effet de domino horrible, 1h15 plus tard, à 9h15, une explosion est survenue dans une rame de métro à la station Malbec, tout près des institutions européennes. Pour chacun de nous, ce 22 mars ne sera plus jamais une journée comme les autres. La Tour Eiffel a pris les couleurs de la Belgique, le drapeau noir, jaune, rouge, en hommage aux victimes de ces attentats. Et puis vous le voyez, hommage également à Berlin, porte de Brandebourg. Midi à Bruxelles, la vie s'arrête. Sur la place de la Bourse, des milliers de personnes se rassemblent pour une minute de silence qui ne sera rompue que par une salve d'applaudissements. Tout s'accélère après le massacre de Bruxelles. 2 auteurs sont identifiés. Il s'agit de 2 frères. Ils étaient déjà recherchés dans l'enquête sur les attentats de Paris. L'artificier supposé de Paris, Najim Lachraoui, ferait partie des kamikazes. Salah Abdeslam, les indices laissent penser que derrière cet individu, arrêté il y a 5 jours, se tisse un même réseau qui a frappé 2 fois Paris et Bruxelles. Et sur la police de Malines qui savait où était planqué Salah Abdeslam ? Pas question pour les ministres de l'Intérieur et de la Justice de démissionner. Le Premier ministre leur a demandé de rester. Mais les possibles dysfonctionnements de l'État s'accumulent. Plusieurs perquisitions ont été menées aux 4 coins de Bruxelles hier soir. Nouvelle perquisition encore ce matin à Schaerbeek et à Forêt, avec au total 7 interpellations. À cette station de tram, un homme est interpellé par les forces de police. Une interpellation en lien avec l'arrestation hier, à Boulogne-Billancourt en banlieue parisienne, de Reda Criquet.
soupçonné de préparer un attentat contre la France. Mardi déjà, le groupe État islamique avait revendiqué les attentats de Bruxelles. Une deuxième vidéo a également été diffusée hier par le groupe État islamique qui réitère ses menaces contre la Belgique, membre de l'OTAN, et qui participe activement à la coalition internationale contre Daesh. Ben voilà, une semaine complètement folle après le choc, après le deuil, les questions, voire même les polémiques. Les autorités belges sont critiquées, éventuellement même mises en cause. Le gouvernement a été ébranlé par une succession de bévues politico-judiciaires, on va y revenir. Est-ce que la Belgique, c'est un État qui ne fonctionne pas? Est-ce que c'est un État en faillite? Écoutez, si vous êtes d'accord, j'aimerais revenir sur la question tout à l'heure du multiculturalisme. Et après les attentats, sans doute y en aura-t-il d'autres. En tout cas, c'est ce que prévoient les experts, enfin, ceux qui connaissent ces situations. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, on a le même scénario dans les réactions. Et ces réactions disent beaucoup de choses du malaise Pardonnez-moi, quand vous dites les réactions, vous les réactions, alors je pense de chacun, par exemple des musulmans, des non-musulmans, etc. Alors par exemple, ce qui se passe chez les musulmans, il y a souvent la réaction pas d'amalgame. Il est évident qu'il n'y a pas d'amalgame. Donc, mais si vous voulez, il faudrait parvenir à sortir de ces postures. Pour aller vraiment vers quelque chose d'autre. Et je crois que les musulmans, comme on dit, doivent être aujourd'hui force de proposition. Moi, je pense en effet que ça ne sert à rien de demander aux musulmans de descendre dans la rue pour dire on n'est pas d'accord. C'est évident. En revanche, il s'agit d'être force de proposition et notamment sur des aspects qui portent sur l'islam. Parce que si l'islam de tous les jours n'est pas coupable, responsable des attentats. Si, en revanche, il y a une lecture islamique des textes qui font que des choses se produisent aujourd'hui. J'aimerais ici citer par exemple ce que fait l'islamologue français Rachid Benzine. Il a monté à Bruxelles un séminaire de formation qui a démarré après les attentats du 13 novembre et qui va durer toute l'année avec des leaders d'opinion, mais associatifs plutôt, et qui, j'aimerais juste terminer là-dessus, et qui justement s'attellent à une lecture du Coran. C'est-à-dire ils ont chacun, ils sont autour d'une table. J'ai assisté à un cours toute une demi-journée, c'était samedi, et ils prennent des passages du Coran et voient comment les choses sont dites dans la durée. Il y avait 4 jeunes femmes voilées à ce moment-là. Ça veut bien dire que les choses ne sont pas figées, que c'est pas parce qu'on est voilé qu'on ne peut pas aborder de soi-disant tabous. Donc il y a des choses, si vous voulez, qui sont en train d'être faites et qu'il faut mettre en lumière. Abdelkrim. Alors, ce que dit Antoine est intéressant. Je suis en partie d'accord avec lui sur ce qu'il a dit, évidemment, sur cette histoire de se désolidariser. Je crois qu'un réalisateur, Ismaël, son nom m'échappe, qui a dit pourquoi on ne descend pas dans la rue, parce parce qu'on est dans les hôpitaux en train de soigner les blessés, parce qu'on est dans les taxis en train de ramener les gens chez eux, etc., etc. Après, aller sur le religieux, sur la théologie, moi je dis attention. Je dis attention, je pense pas. Ou alors il faut être très prudent. Lorsqu'on parle d'islam de France ou d'islam de Belgique, on parle d'organisation du culte. Dans ce cas-là, les responsables politiques ont des comptes à rendre. Comment ils expliquent l'ingérence des pays étrangers sur l'islam de France ou l'islam de Belgique? Comment ils expliquent... l'Arabie Saoudite, par exemple. Par exemple, mais les pays dits d'origine, du Maghreb, l'Algérie, le Maroc ou la Turquie. Moi, je parle de la France, que je connais davantage que la Belgique. Et ensuite, comment ils expliquent ce qu'on appelle, alors par un mot valise, le salafisme, et c'est énormément développé dans certains quartiers. Je veux dire, il y a des services de renseignement, il y a des maires, il y a des gens qui gèrent ce genre de choses. Donc, moi, ce que j'aime, on va parler de la crise politique en Belgique, c'est qu'il y a eu des propositions de démission de la part du ministre de l'Intérieur et de la Justice en Belgique qui ont été refusées, mais je trouve que c'est sain. Je trouve que ce sont des choses saines parce qu'au moins, ils se remettent en question. En France, on a eu quand même 2 vagues d'attentats, l'une en janvier 2015 et l'autre en novembre, les 2 terribles, aucune démission, pas de remise en question, et on est allé plus loin. Manuel Valls a dit
expliqué, c'est quelque part un petit peu justifié, même si récemment il est un petit peu revenu sur ce genre de choses. C'est quoi la différence entre l'islam de Belgique et l'islam de France? Parce que vous avez l'air de marquer une différence. Non, bon, le débat en France, c'est de dire c'est ce qu'il y a un islam en France ou un islam de France, c'est-à-dire un islam de France dit républicain ou un islam en France, avec justement ces ingérences venues de l'étranger, etc. Le système en Belgique, et ça me donne l'occasion de revenir sur un point qui a été évoqué par Nicolas Willem tout à l'heure, et vous avez parlé de 1830, la date de la naissance de la Belgique. 1830, c'est la date de la colonisation de l'Algérie. Et on sait très bien que l'histoire coloniale, on l'a vu encore avec le 19 mars, cérémonie durant laquelle François Hollande s'est rendu, ça crée beaucoup de tensions en France. En Belgique, et peut-être les collègues belges vont nous dire ça, j'ai pas l'impression qu'il y ait autant de tensions. C'est peut-être un avantage, ou en tout cas, ne sont pas à l'origine de la crise actuelle. On va voir avec Nicolas. Nicolas, vous voulez réagir ? Alors, je vais réagir sur plusieurs points. Déjà, c'est vrai que la différence entre l'islam de France et l'islam de Belgique est importante. Voilà, il y a le modèle républicain à la française. En Belgique, on a laissé les choses pendant des années, disons, se développer sans un véritable contrôle de l'État. On a joué sur les communautés en se disant tout va bien se passer au sein de ces communautés. On a l'exemple de Philippe Moureau, l'ancien bourgmestre de Molenbeek, qui a toujours joué sur cette corde-là pour pouvoir, de manière électorale, obtenir des électeurs. On se rend compte qu'il y a aussi une limite. Vous parliez de l'Arabie Saoudite, il y a d'autres pays du Golfe qui ont une grande intervention dans certaines mosquées ici à Bruxelles et en Belgique. D'autre part, on parlait de démission et je voulais réagir à cela. C'est vrai qu'en France, on ne démissionne pas. Quoi qu'il en soit, on ne démissionne pas. Ici, il y a eu des démissions qui étaient proposées. Alors, on savait très bien qu'elles allaient être refusées. On ne va pas créer une crise politique en plus de la crise actuelle. Mais c'est un esprit beaucoup plus belge. C'est-à-dire que le Belge aime bien s'excuser, parfois a tendance un peu à s'auto-flageller, et contrairement à la France, ça fait une grande différence, et parfois on donne aussi un peu le bâton pour se faire battre. Il y a en effet des imperfections au niveau politique, au niveau de l'enquête, mais on l'affiche plus ouvertement, et on est plus aussi dans un débat ouvert, parce que ce sont des politiques et des gouvernements de coalition, et donc c'est certain que la discussion est beaucoup plus importante qu'au sein d'un gouvernement uni comme un gouvernement français. Dernière chose, parce qu'après on va vous quitter, on va vous laisser vaquer à vos occupations à Bruxelles. Je posais la question tout à l'heure, l'État belge, on l'a vu, il y a cette crise potentiellement politique. Est-ce que c'est un État en faillite aujourd'hui? Comment c'est perçu en Belgique? Alors, l'État belge, et ça, je pense que Patrick Rougiers l'a très bien souligné, on peut peut-être pas dire forcément en faillite, mais plutôt, la Belgique fédérale devient de plus en plus une coquille vide, comme le veulent notamment les nationalistes flamands. La Belgique devient finalement, quand on y réfléchit au niveau fédéral, un État qui est attaché à l'Europe, et puis les entités fédérées ont énormément de pouvoir. Que reste-t-il de la Belgique? Parfois, on dit, c'est le football, la bière, voilà. Donc, c'est certain que c'est un État faible. Et quand une grosse crise se produit, comme c'est le cas pour l'instant avec le dossier terrorisme, on se rend compte des limites du modèle belge. Un modèle, voilà, on l'a évoqué à l'instant, extrêmement compliqué sur le plan institutionnel, avec des gouvernements de coalition donc, qui ont tendance à passer à leurs électeurs de base, leurs électeurs de leur communauté linguistique. Et quand ce type de crise arrive, ça montre au grand jour les limites. Maintenant, il faut tout de même dire aussi qu'il y a eu quelques réussites au niveau belge. On a parlé des arrestations de Verviers il y a un peu plus d'un an. On a déjoué des attentats. L'enquête a progressé. Abdeslam a été arrêté. D'ailleurs, franco-belge à Verviers. Exactement. Et donc, il faut aussi se rappeler que la Belgique est un pays de 11 millions d'habitants. C'est normal que nous n'ayons pas forcément les mêmes ressources qu'un État comme la France, comme les États-Unis, parce que voilà, c'est un problème qui dépasse les frontières belges, qui dépasse les frontières françaises. Et c'est un peu dommage aussi dans ce Belgian bashing aujourd'hui que jouent certains responsables politiques français. Ce n'est pas forcément voir la responsabilité. La responsabilité, elle est commune, elle est internationale. Un dernier exemple, nous avons eu John Kerry, le secrétaire d'État américain qui était à Bruxelles pour rendre hommage et qui en français a dit « je suis bruxellois », a dit dans un flamand approximatif « ik ben Bruxelles », mais il a tout de même souligné un point intéressant. Pour lui, il ne pointe pas la responsabilité de la Belgique, il parle d'un problème véritablement international où il faut tous s'atteler, que ça soit dans nos pays, mais aussi en Syrie et en Irak contre le groupe terroriste État islamique. Merci beaucoup. On vous dit au revoir, on va perdre la ligne avec vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce dimanche et à très vite en plateau avec nous, Nicolas. Vous étiez en train d'acquiescer à ce qu'il disait.
Oui, je trouve qu'il y a un élément qu'on n'a pas cité encore pour l'instant, c'est la position stratégique de la Belgique. On a eu raison de rappeler que l'OTAN y est. Mais la position stratégique de la Belgique, c'est-à-dire une arrière-base entre la Hollande, l'Allemagne et la France, et l'Angleterre juste en face. Et une chose m'a beaucoup frappé dans l'attentat de Zaventem, c'est au fond un 11 septembre sans les avions. Sans les avions, c'est d'ailleurs un aéroport, et sans les tours. Mais quand on regarde les images, c'est la même chose. La poussière, les gens qui s'enfuient, et puis évidemment les sirènes dans la rue de la Loi, etc. C'est pas à la même dimension. Mais on se rend bien compte que le problème, il n'est pas seulement européen, qu'il n'est pas seulement international, il est planétaire. Et on en parle souvent. Et désigner la Belgique comme étant, évidemment, le terreau du terrorisme franco-belge, c'est ignorer totalement que l'entreprise, elle est mondiale. Oui. Ce qui m'intéresse aussi dans ces questions, et là, c'est vraiment c'est transnational, ça concerne également la France, c'est les phénomènes de radicalisation. On se rend compte que même dans la condamnation des attentats, des prémices de radicalisation peuvent se manifester. Par exemple, il y a aujourd'hui en France, en Belgique, une très grande émotion qui s'exprime pour les victimes de Belgique, indépendamment d'ailleurs de l'origine des victimes, puisque ça frappe tout le monde. Or, qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux qui sont en partie l'endroit où se passe la radicalisation. Pas uniquement, mais en partie. Et surtout chez les jeunes. Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, mais alors, on pleure les victimes de Bruxelles, mais on ne pleure pas les victimes de Boko Haram, on ne pleure pas les victimes de Turquie, on ne pleure pas... Voilà. Et donc, cette apparente, parole de paix, il y a quelque chose qui, ici même, nourrit un discours justement qui est anti-occidental. Il faut bien comprendre qu'on est aujourd'hui dans une situation qui est très, très critique par rapport à ça. Donc il faut absolument qu'on... Si vous voulez, il y a comme quelque chose, je lisais encore ce matin sous la plume sur son réseau social d'un journaliste qui rappelait l'intervention des États-Unis en Irak. Et disait, nous ne pardonnerons jamais. Et disait ça, nous ne pardonnerons jamais ce qui s'est passé. Si vous voulez, pour lui, la matrice était là, et elle n'était pas là. Et ceci n'était que conséquence. Or, nous ne sommes plus prêts, quand je dis nous, Européens, à concevoir que nous sommes encore coupables de quelque chose à travers les frappes qui nous frappent. Je me tourne vers vous, puisque je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas Beurre FM, il y a une libre antenne aussi, des auditeurs qui s'expriment. Qu'est-ce qu'ils disent après les attentats de Bruxelles? Il y a un peu de ce que vient de décrire Antoine. Après... Ce questionnement, moi je trouve qu'il est sur l'égalité des victimes et sur cette internationalisation du terrorisme. Je trouve que ces questionnements sont légitimes. Après, il faut voir ce qu'il y a derrière, évidemment. Il faut voir ce qu'on y met derrière. Moi, ce que j'y mets derrière, c'est un autre débat qu'on n'a pas du tout évoqué en France, c'est la politique étrangère de la France et ses conséquences sur ce qui en a fait une cible dite légitime pour les djihadistes. Je me souviens que lors des attentats de Madrid, ce débat a eu lieu et l'Espagne a retiré ses troupes d'Irak. Je ne dis pas qu'il faut céder au terrorisme et dire voilà, vous avez gagné, on s'en va. Une deuxième chose que je voulais préciser, c'est alors, moi, je trouve vraiment qu'il y a eu une espèce de condescendance de la part des politiques français à l'égard de la Belgique et de l'État belge. Alors, en quoi c'était lorsque, notamment Michel Sapin a évoqué une certaine naïveté. Il est vrai retiré, mais enfin, il a dit que les autorités belges avaient été naïves face au terrorisme. On lui a donné raison, d'ailleurs. Ça n'était pas tout à fait faux. Mais le terme était inapproprié. Moi, pourquoi je dis ça, c'est que je ne souhaite pas, en tout cas, à la Belgique de changer du tout au tout et de céder à un État policier ou à une atmosphère liberticide ou à ces fameux flash totalitaire évoqué par Emmanuel Todd dans son livre. Ce serait vraiment dommage. Évidemment qu'il faut faire des choses, évidemment qu'il faut agir sur le plan de la sécurité, etc. Mais vraiment, je leur souhaite de ne pas suivre le même chemin qu'on a en France. Constat assez pessimiste. Qu'est-ce que vous en dites
Patrick, un État policier, la Belgique, ça pourrait Non. devenir un État Non, policier, je ne l'état pense- d'urgence, comme en France. Vous savez, c'est un pays qui est très peu nationaliste, très peu symboliste. C'est pas un État jacobin, c'est un État de bric et de broc qui s'invente à mesure qu'il s'autodétruit, qui doit se réinventer, qui doit se redéfinir. Est-ce que le ver est dans le fruit? Est-ce que ce cancer qu'on fabrique soi-même, comme l'écrit Fritz Horn, votre compatriote, dans le livre Mars, le dieu de la guerre, on le voit avec les cellules. Est-ce que ce côté maligne, ce côté meurtrier va détruire ce pays? Moi, je crois que ce pays a une force, une vitalité absolument extraordinaire, qu'elle a une identité formidable. Elle a déjà connu, évidemment, des tragédies. Je les ai notées ici. Au Wesel, il y a eu 39 morts, 500 blessés. Et à l'incendie tragique de l'Innovation, 329 morts. Je crois à la liberté, je crois à la démocratie, je crois à l'art, je crois à la beauté. Et je crois à un pays qui est celui-là, qui est aussi un très très grand pays. Je crois que ça nous fait vous nous amenez vers une pause. Naturellement, je vous propose qu'on aille à Montréal, où se trouve notre consoeur Alexandra Chaska, Radio-Canada. Merci beaucoup d'être avec nous depuis Montréal, Alexandra. Vous avez couvert les attentats de Paris en novembre. Vous avez reçu ici à Kiosque. Vous étiez à ce moment-là en Belgique. Merci vraiment d'être avec nous en ce dimanche de Pâques. Au Québec, évidemment, au Canada, l'onde de choc est arrivée. La comédienne Salomé Corbeau, bien connue chez vous, a réchappé de justesse à l'attentat à l'aéroport. Est-ce que ces attentats en Europe, revendiqués par le groupe État islamique, inquiètent beaucoup au Canada ? Oui, bien sûr. Ils inquiètent ici au Canada comme un peu partout dans le monde. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a exprimé son horreur devant ce qui venait de se passer à Bruxelles, et aussi parce que justement, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de Canadiens, de Québécois qui vont souvent ou qui vivent en Belgique. Et alors, tout ça, évidemment, nous inquiète. Par contre, le niveau d'alerte n'a pas été relevé au niveau maximum ici au Canada. On n'a pas senti le besoin de faire ça. Le Canada, on considère en ce moment, n'est pas une cible potentielle dans un avenir immédiat. Mais évidemment, la solidarité avec le peuple belge et avec toute l'Europe, évidemment, parce qu'on a bien vu la symbolique de ces attaques, que c'est le cœur de l'Europe qui a été frappé. Mais il y a eu un débat intéressant, par contre, au Parlement, à la Chambre, où l'opposition conservatrice a voulu absolument faire dire aux élus libéraux, au premier ministre, que le Canada était en guerre contre le groupe État islamique. Le Canada qui, vous savez, comme vous savez sans doute, a retiré ses frappes, ses avions de combat de la Syrie et de l'Irak. Donc, nos avions ne participent plus aux frappes. Et le premier ministre Trudeau a répété, le Canada c'est pas une guerre que nous menons. On ne peut pas appeler ça proprement une guerre contre le groupe État islamique. Est-ce que c'est une prudence, justement, parce qu'on a peur d'être des cibles d'attaque, un petit peu comme la réflexion qui a été faite en Espagne après les attaques de Madrid, comme un de vos invités l'a mentionné tout à l'heure. En tout cas, ce débat a eu lieu la semaine dernière à la Chambre, au Parlement canadien. Merci Alexandra, vous restez avec nous, on vous retrouve dans un instant, on va parler de la visite de Marine Le Pen au Québec, donc on vous retrouve dans un instant. Est-ce que la France, pour revenir aux attentats, est-ce que la France et la Belgique, deux pays touchés par des attentats assez similaires finalement, en tout cas une même cellule, est-ce que la France et la Belgique doivent faire aujourd'hui leur examen de conscience? Je crois que c'est un petit peu ce que vous disiez pour la France tout à l'heure. Examen de conscience, on en parlait un petit peu avant le début de l'émission avec Antoine. Il pourra peut-être en parler mieux puisqu'il est allé sur place à Molenbeek. Mais visiblement, on a les mêmes ressorts, on a les mêmes problématiques pour les mêmes conséquences. Évidemment qu'il y a des différences. On parlait tout à l'heure d'une certaine insouciance belge qu'on retrouve également au niveau de la Hollande. Oui, évidemment, on sait très bien que Molenbeek, comme d'autres quartiers pauvres en France, sont des terreaux du terrorisme, évidemment. Très rapidement, d'un mot, Antoine. Oui, je crois que aucun des protagonistes, si je puis dire, aucun des habitants
quelle que soit leur communauté d'appartenance ou dite communauté d'appartenance, ne souhaitent le conflit ouvert civil. Donc, puisque chacun a des enfants, souhaite le mieux pour ses enfants de part et d'autre. Donc, il faut tout faire avec intelligence pour ne pas en arriver là. Voilà. Et une question qui se pose aujourd'hui, c'est comment faire face à la terreur. Question posée par le quotidien français Le Monde dans un cahier spécial d'hier samedi. Des réponses d'artistes, d'écrivains, d'intellectuels. Et puis il y a une autre réponse, et elle est normale au pays de la bande dessinée. Des dessins ont afflué dès mardi d'un peu partout, de dessinateurs différents, belges ou autres. On a décidé de vous en montrer quelques-uns sur cette chanson de Dick Annegarn. Je vous laisse écouter ça. Que Paris me trahit et je sens que son amour est gris et puis elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Et voilà, et puis cette question, est-ce que la culture peut durablement et dans le fond lutter contre le terrorisme? Est-ce que ça c'est une réponse? Vous disiez que la réponse armée n'est peut-être pas suffisante. Est-ce que dans la culture, on peut espérer trouver une réponse? À Molenbeek, comme par hasard, comme souvent en reportage, un jeune, environ la trentaine, d'origine marocaine, qui est professeur, qui a décidé d'aller vivre à Molenbeek ou de retourner vivre à Molenbeek et qui est fils d'imam, avec une éducation très conservatrice. Et lui, si vous voulez, comme rien n'empêche les choses d'arriver, les choses positives d'arriver. C'est ça qu'il faut comprendre. Et lui souhaite justement apporter la culture, notamment le dessin, la peinture, des choses qui sont proscrites par les salafistes qui ont une très grande infiltration notamment parmi la jeunesse. Et donc c'est un combat idéologique, vous voyez, qui est mené là par un musulman, fils d'imam. Rien n'est impossible, simplement il faut dire les choses, il faut les nommer et là dire où elles se trouvent. Abdelkrim, la culture pour lutter contre le terrorisme? Oui, mais là, en revanche, je vais dire, il ne faut pas non plus être naïf, ce sera pas du tout suffisant. On sait très bien que là où il n'y a pas de politique, le religieux occupe le terrain. Et après, évidemment, ça dépend quel religieux. On parlait tout à l'heure, là, on ne parle même pas d'islam conservateur et d'islam radical. Et la culture, si vous voulez, pour les quartiers pauvres, je me souviens, on a eu plusieurs fois ce débat en France, ça fait un peu l'autre consolation, si vous voulez. Vous n'avez pas l'éducation, vous n'avez pas la réussite, vous n'avez pas ça, vous aurez un petit peu de culture, de la musique, etc. Évidemment qu'il faut de la culture, il en faut, mais il faut surtout... il faut de l'éducation, il faut de l'État, il faut du boulot. Voilà. Des diplômes qui donnent du travail. Et le mot de la fin pour l'écrivain autour de la table. Je ne pense pas évidemment que c'est Bernine de Breukere, la grande sculpteur flamande, ou les ballets de Michel Noiret, ou le cinéma belge, ou les écrivains qui vont faire reculer le terrorisme. Je voudrais quand même dire une toute petite chose. Je trouve qu'il faut quand même saluer réellement la qualité des services d'intervention médicaux belges, comme d'ailleurs français, qui ont été absolument extraordinaires. Quand on voit comment ces chirurgiens se sont organisés, comment ils ont travaillé face à des enfants énucléés, des gens amputés sur place. Et puis aussi, je trouve quand même que les services de renseignement belges et français d'ailleurs font un travail d'une très très grande subtilité. Alors il faut quand même aussi... Alors sur les services, plus vraiment, et puis je pense que les services de renseignement belges et français, alors on en a déjà parlé dans cette émission, on aurait pu en reparler aujourd'hui, je crois que tout le monde n'est pas aussi optimiste que vous, mais en tout, ils ont des qualités, ça c'est sûr. En tout cas, on retiendra votre hommage à ces personnes qui étaient sur les lieux de l'attentat. Je crois que ça c'est un hommage unanime, là-dessus on est tous d'accord autour de la table. Je vous propose maintenant un peu de légèreté, on va partir au pays des bisounours. Et oui, le pays des bisounours, c'est celui dans lequel semble vivre une partie de la classe politique canadienne, d'après la patronne du parti français, le Front National. Marine Le Pen a effectué une visite de 6 jours au Québec où l'accueil a été glacial. Visite difficile à l'image de cette interview d'une demi-heure qu'elle a donnée à Anne-Marie Dussault à Radio-Canada. Madame Le Pen, bonsoir. Bienvenue à 24-60. Bonsoir. Québec, Montréal, le Front National! Seriez-vous infréquentable parce que vous arrivez et les gens voient dans vos discours que vous exprimez tout à fait librement des insultes, des injures et des leçons, des remontrances? Madame, donnez-moi une seule insulte. Bon, allez les gamins, allez vous coucher maintenant. Vous
vous avez mentionné que notre classe politique était un monde de bisounours, vous venez tout juste de me dire là, que vous avez déclenché l'hystérie, que vous dites... Oui, alors... Madame, oui, je dis qu'un certain nombre de gouvernements sont naïfs face aux problématiques de l'immigration. C'est ce que j'appelle le monde de bisounours. J'ai connu des injures plus graves quand même que celle-là. Je pense qu'il y a au Canada un bon consensus, au moins parmi la classe politique au Québec et au Canada, en faveur de ces réfugiés. Donc le fait que, selon ce que j'ai entendu, les politiciens ne veulent pas lui parler ne me surprend pas. Moi, je dis qu'il y a des problèmes, que ces problèmes peuvent s'aggraver. Oui, mais que les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Ça s'appelle la sagesse populaire. Vous êtes sage. Quand savez-vous? Parce que je vois bien ce qui s'est passé, notamment au Québec. Je vois bien la dérive du communautarisme. Madame Le Pen, merci. Merci à vous. Merci à vous. Bon, c'est un merci qui est un petit peu plus crispé que le bonjour du début. Alors cette interview, je le précise, n'apparaît pas sur le site officiel de Marine Le Pen. En revanche, il y a une autre interview qu'elle a donnée pour une télévision privée. On retrouve Alexandra Chaska à Montréal parce qu'on a évidemment envie de savoir quelles sont les coulisses de cette interview qu'on a pas mal vue en France, pas mal vue au Québec, chez vous, je crois aussi. Vous avez rencontré Marine Le Pen, vous l'avez interviewée lors de son passage au Québec. Qu'est-ce qu'elle est allée y faire et pourquoi cette visite a tourné, je crois qu'on peut le dire, au fiasco et pas que médiatique? Ouais. Mais Sylvia, on se demande encore qu'est-ce qu'elle est venue faire ici. C'est pas du tout clair. Franchement, il faut du culot venir dans un pays où une bonne partie de la population est d'origine immigrante. Vous savez, on a des villes au Canada, par exemple Toronto, où 45% de la population est née à l'étranger. Donc, venir dans un pays comme celui-là, qui d'ailleurs est très fier de son nouveau gouvernement pour lequel la population canadienne a voté massivement, le gouvernement de Justin Trudeau qui a accueilli donc ces milliers de réfugiés très rapidement, et c'était une promesse électorale, et les Canadiens sont d'accord avec ça. Alors, une politicienne française qui vient nous dire que vous allez voir l'immigration, les réfugiés, c'est dangereux dans quelques années. Vous êtes comme la France il y a 10 ans. Alors, c'est un peu ça le discours de Marine Le Pen. On n'a pas très bien compris qu'est-ce qu'elle est venue faire ici. Elle n'était pas invitée. Il n'y a aucun politicien qui a voulu la rencontrer. D'ailleurs, des politiciens qui ont eu des mots assez durs à son endroit. Je crois que Mme Le Pen pensait trouver une brèche chez des gens du Parti québécois, donc ce Parti québécois qui était au pouvoir jusqu'à il y a 2 ans, qui avait présenté un projet de charte des valeurs québécoises, mais elle s'est trompée, elle a vraiment frappé son Waterloo, comme on dit chez nous, parce que ces mêmes personnes qui ont porté ce projet de charte lui ont indiqué très clairement en ondes, sur les ondes de Radio-Canada, de retourner chez elle. Donc, il y a eu vraiment un accueil glacial de la part de la classe politique. Par contre, elle a été effectivement reçue un peu partout dans les médias, mais pas dans les meilleurs termes, comme vous l'avez vu dans cette entrevue. Cette entrevue qui, au Québec, a été vue de façon beaucoup plus critique qu'en France. On n'est pas habitué, c'est rare que chez nous, les animateurs, les intervieweurs attaquent dès les premiers mots un invité. Mais là, c'était tellement incongru, cette visite, qu'il est tout à fait normal que Anne-Marie ait commencé son interview, selon moi, par une attitude assez agressive. Qu'est-ce qu'une politicienne française vient faire au Québec pour dire « vous ne défendez pas assez la langue française et la culture française » alors que nous, on se sent un avant-poste en danger constamment, qui nous battons pour la langue française depuis des générations et des générations. Et qu'est-ce qu'elle vient faire ici pour nous parler de faire attention aux réfugiés, aux immigrants, parce que c'est vraiment dangereux et nous, en France, on le sait alors que nous, on ne le sait pas. Alors voilà, donc c'était vraiment complètement incongru. On avait l'impression que Marine Le Pen arrivait dans la colonie dire à ces pauvres gens de la colonie, vous allez voir, nous, à la métropole, on sait ce qui arrive.
On vous passe d'ici depuis la France où se trouvent les studios de TV5 Monde. On vous embrasse au pays des bisounours. Merci beaucoup Alexandra. À très bientôt. Vous vouliez réagir Antoine? Oui, je trouve que d'abord il y a une sorte d'unanimisme dans le rejet de Marine Le Pen. Mais d'où vient cette unanimité? C'est les médias et les politiques principalement. Or, le Front National en France, peut-être que Marine Le Pen est totalement à côté de la plaque, par ailleurs, au Québec et au Canada. C'est peut-être qu'elle se trompe totalement, en effet, dans son analyse. Mais cela dit, le Front National en France, il s'est fait, à ses débuts et par la suite, contre les élites et contre les médias. Après, les médias ont un petit peu évolué ces dernières années. Mais en tout cas, c'est vraiment contre ceux-mêmes qui ont mal accueilli Marine Le Pen. Qui va perturber, quand on voit dans les images son meeting, c'est plutôt des militants qu'on qualifierait d'extrême gauche ou je ne sais pas, un peu no border, voilà, pro-migrants et qui font une politique de la pro-migration, etc. Maintenant, peut-être que cette unanimité qu'il y a cache certaines choses et elle est vue, sans doute Marine Le Pen, comme l'oiseau de mauvais augure, comme la diablesse, comme celle qui risque d'apporter cette discorde française dont on ne veut pas du tout dans la communauté nationale canadienne. Et puis peut-être que aussi les Québécois et les Canadiens dans leur ensemble ont pris un pari. Et peut-être que cette manière de conduire l'interview, qui était un peu agressive, cache aussi autre chose. C'est peut-être une peur. Je précise simplement, parce que ce qu'on a montré, c'est pas en contradiction avec ce que vous dites. Ce qu'on a montré, c'est évidemment un montage d'interview fait 32 minutes. La journaliste n'était pas agressive dans son comportement, juste pour que les choses soient bien claires. Considérée comme agressive. Ça a été considéré comme agressive. En tout cas, elle a posé des questions très directes et très franches. Abdelkrim. Deux choses. Tout à l'heure, on parlait de culture. Il faut souligner au passage le bagage culturel des Québécois, puisqu'en fait, le slogan « Le Québec en mer de Front National », c'est issu d'une chanson d'un groupe français qui s'appelle les Berruriers Noirs. Exactement, la jeunesse en mer de Front National. La jeunesse en mer de Front National. Deuxièmement, exactement. Deuxièmement, alors, je pense que Marine Le Pen, en France, elle a un rôle central. On lui a donné un rôle central, c'est-à-dire qu'elle dicte en partie l'agenda politique. Et c'est devenu une star des médias. Voilà. Les médias, on a fait une star après avoir diabolisé pendant des années le Front National, ou plutôt son papa. Elle est en train de découvrir, Marine Le Pen, que la vie, c'est pas les plateaux télé des chaînes d'information en continu. Il y a une réalité, et elle l'a affrontée au Canada, chez nos amis québécois. Je crois qu'ils ne veulent surtout pas. Ils ne veulent pas du chaos français. Ils craignent cela. Et peut-être qu'ils pensent avoir pris un pari en ouvrant et en prenant l'axe vraiment multiculturaliste ou multiculturel, et ils ont peut-être un petit peu peur, et peut-être qu'ils ne sont pas tout à fait sûrs. Patrick, le mot de la fin pour vous. Marine Le Pen m'effraie. Évidemment, je déteste tout ce qu'elle représente. Son père borgne et sa fausse perruque blonde, je trouve qu'elle a pris une place redoutable. Évidemment qu'il y a une sorte de familiarité avec les médias, aujourd'hui extrêmement spécieuse, notamment sur une chaîne qu'on peut voir en clair. Alors pour terminer, je vais citer simplement l'article du Monde d'hier qui cite justement cette rencontre. Et ça, c'est bien. Si on pouvait s'en inspirer en France, ce serait pas mal. C'est une citation. La jeunesse emmerde le Front National. Bon, écoutez, c'est le mot de la fin. D'autant plus qu'il faut que le vrai mot de la fin, comme vous le savez tous, c'est Dilemme qui l'a. Dilemme en dessin, sa semaine. Et sa semaine, évidemment, il revient évidemment sur les attentats à Bruxelles. Vous allez le voir, vous me faites une petite place, demande ce Belge à un Burkinabé, à un Turc, à un Kényan, à un Malien, à un Français, à un Tunisien, des populations et des pays touchés par le terrorisme. Des terroristes prêts à mener d'autres attaques. Hiver comme été, avancez vos montres d'1 heure, dit cet énergumène en désignant le retardateur de sa bombe à l'occasion du passage à l'heure d'été. Et dans la même veine grinçante, ce pauvre terroriste va rater l'Euro 2016 en France. Les États-Unis, rappelons-le, affirment avoir tué Abdelrahman Al-Kadouli, numéro 2 du groupe État islamique. Autre perte pour le groupe État islamique, l'armée syrienne a repris le contrôle de Palmyre et de son site historique. On arrive trop tard, se désole le président Bachar al-Assad devant les ruines antiques palestiniennes. Et enfin, Barack Obama, ça c'était aussi l'actualité cette semaine. Barack Obama a fait un saut à Cuba cette semaine, une visite très symbolique, mais aussi, et vous voyez le logo qui se dessine, une visite très commerciale. Et hop, Barack Obama
VRP de l'économie et de ses marques américaines. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été ici en plateau ce dimanche pour débattre de l'actualité. Merci à vous qui nous regardez. On se retrouve dimanche prochain. Mais évidemment, d'ici là, n'hésitez pas à aller voir notre page Facebook, notre site internet, d'aller sur Twitter. N'hésitez pas à parler de nous. Et je vous dis donc à dimanche prochain.